Allez, 9h01, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce dernier webinaire avant l'été des matinales de la chaire MAI, Mutation, Anticipation, Innovation. Ce webinaire portera sur un thème qui nous concerne tous, à savoir le bien-être au travail. Nous nous intéresserons plus particulièrement à un modèle et jeu de sensibilisation au bien-être au travail, intitulé Slack, et déjà mobilisé dans de nombreuses organisations. Slack, acronyme pour sens au travail, sens du travail, lien, activité, confort. Pour cette nouvelle session, nous avons la chance d'accueillir Emmanuel Abord de Châtillon, qui est professeur à l'université Grenoble-Alpes et Grenoble INP, et qui est créateur du modèle et du jeu Slack, et qui nous présentera le substrat scientifique derrière ce jeu, mais aussi la démarche qui a été la sienne de transformer ce modèle théorique en un dispositif de formation au bien-être au travail. Et puis nous avons aussi la chance d'accueillir Fatima Talba, qui est chef de projet RH à la CNAF et qui connaît très bien ce dispositif Slack pour avoir contribué à son déploiement dans plusieurs CAF de France et qui viendra donc témoigner de ce déploiement. Donc un très grand merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Peut-être quelques éléments de précision de l'organisation de ce webinaire. Nous aurons d'abord une présentation donc de la part de Emmanuel Abord de Châtillon, puis un premier temps d'échange, de discussion rapide pour quelques questions de précision. Ensuite, la présentation de Fatima Taalba et nous garderons évidemment un temps d'échange bien plus important à l'issue de ces présentations-là. Vous pouvez de la même manière, tout au long cours de ces présentations, vous poser vos questions via le chat, puisque nous avons la chance aussi d'avoir Melia Arasjabi, qui va se charger de relayer toutes vos questions à nos invités. Dernière petite information, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Les slides que Emmanuel va présenter vous seront diffusés via notre site à l'issue de cet événement. Et par ailleurs, sachez, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, que cette session est enregistrée. Vous pourrez donc la réécouter et la partager librement. Voilà pour cette brève introduction. Et maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Emmanuel à bord de Châtillon. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup à tous les collègues de l'IAE de Paris de m'accueillir. Et je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. Et puis, je suis ravi aussi de partager cette matinée avec Fatima, qui est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, hein. Vous savez que dans notre métier, on est dans un métier de rencontre. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Fatima. Ça nous a donné l'occasion de travailler ensemble et c'est un vrai plaisir. Je savais que qu'en lui disant, tiens, ça serait bien que tu viennes ce matin, je savais qu'elle serait d'accord et c'est extra de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. Voilà. Merci Alors, Emmanuel. je- je, moi, ce que je vais essayer de vous présenter, alors, entre parenthèses, oui, alors non, je ne vais pas faire trop de parenthèses tout de suite, autrement on ne va pas s'en sortir. Mon propos, il va être assez simple. C'est que je vais rapidement me présenter et puis je vais présenter la manière dont on travaille dans une autre chaire que la vôtre qui s'appelle la chaire Management et Santé au Travail de Grenoble IAE. Et puis ensuite, je vais partir des recherches qu'on a menées et comment elles nous ont conduit à développer un jeu de sensibilisation et de formation. Euh, Ce que je voudrais dire aussi quand même, c'est que ça pourrait donner l'air, au bout du compte, d'être une démarche organisée du début à la fin. C'est pas du tout ça, hein, en fait. C'est quand même des itérations successives et c'est du bricolage, hein, qui finit par produire ça. Et là, le sens que je vais mettre global, on a l'impression qu'il y a toute une réflexion structurée dès le départ. Pas vraiment, pas vraiment. C'est plutôt au fur et à mesure des opportunités, des éléments qui ont rejoint ça et qui ont convergé vers les mêmes logiques, hein. Ça, c'est important de le dire, mais forcément, dans le cadre d'une présentation qui se doit d'être linéaire, on a toujours du mal à restituer ce genre de complexité. Donc voilà, je voulais le préciser parce qu'autrement, je paraîtrais ressembler à un robot
je ne suis pas vraiment, notamment en termes de recherche. Alors, le premier souci, c'est que j'arrive pas à passer la diapo. Donc, ça, c'est un petit problème. Euh, Alors, peut-être si tu... ouais, Ouais, je recommence. Voilà, ça passe. Ça passe. C'est bon. parfait. Comme quoi, hein, il faut essayer 2 fois au moins avant C'est les aléas du direct. avant de relancer. Alors, donc, moi, je suis prof des universités à l'IAE de Grenoble. L'IAE de Grenoble, c'est un IAE un petit peu particulier parce on appartient désormais à l'INP, qui est une école d'ingénieurs, et donc on est une école de management dans une école d'ingénieurs. Et cette spécificité nous amène, par exemple, à être aussi à la conférence des grandes écoles, par exemple, hein. Donc c'est un peu spécifique, mais sur nos modes de fonctionnement, on fonctionne comme tout IAE et un peu comme l'IAE de Paris que vous connaissez bien. Par exemple, nous, en RH, tous nos étudiants sont en alternance ou en formation continue, hein. Je suis responsable d'une chaire qui est la chaire Management et Santé au travail. Et cette chaire, on l'a créée à mon arrivée à Grenoble, c'est-à-dire en 2000. Moi, je suis arrivé en 2012 et on a créé la chaire en 2013. Autour, finalement, d'une question assez simple, c'est comment manager pour une meilleure santé au travail. Donc, en fait, on a abordé avec cette chaire à la fois des questions de santé au travail au sens strict. On a réalisé par exemple beaucoup de diagnostics de risques psychosociaux, d'interventions sur les pathologies du travail, violence au travail, épuisement professionnel, etc. Et puis, sur le volet management, on a accompagné des organisations, des équipes dans une logique de faire progresser les cadres et les organisations autour de ces questions de management. Donc, la recherche qu'on pratique, c'est une recherche appliquée et c'est une recherche partenariale. C'est-à-dire que, en règle générale, eh bien, on essaye d'embarquer nos partenaires dans les démarches de recherche ou d'intervention qu'on met en place. Et ça donne toujours justement des éléments assez intéressants que de pouvoir confronter sur nos problématiques des professionnels. Et puis vous voyez, l'idée, elle était toujours finalement la même pour la chaire, c'est de dire on va intervenir dans des organisations, parce que c'est ça notre logique de fonctionnement, et ces interventions, elles vont produire des résultats dans l'entreprise qui vont permettre aussi de développer des applications pédagogiques, qui vont nous permettre de développer des contenus et que vous pourrez retrouver, vous pourrez retrouver une partie sur le site de la chaire si ça vous intéresse. Donc voilà, si on fait un bilan, parce que ça fait maintenant donc une douzaine d'années que la chaire existe, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que la chaire a regroupé quand même pas mal de collègues, une quarantaine de chercheurs sont intervenus plus ou moins ponctuellement pour la chaire. On a travaillé avec 150 organisations différentes. Et puis, vous voyez, l'idée, elle est de créer un dispositif circulaire, c'est-à-dire qu'on intervient, on collecte des données, on produit de la recherche. Cette recherche, elle donne lieu à des applications à la fois professionnelles et pédagogiques que l'on diffuse, ce qui nous permet de faire d'autres interventions, etc. Et donc, cette spirale, elle est réellement effective depuis quelques années maintenant. Et par exemple, on a arrêté complètement ce qui était la communication qu'on faisait au départ pour tenter de convaincre, pour tenter de démarcher des entreprises. On a arrêté au bout de 2 ans parce qu'on avait déjà des entreprises qui s'adressaient à nous et que ça valait plus le coup de communiquer pour communiquer. Alors, vous voyez un petit peu la présentation que je souhaite faire, c'est de partir du parcours de recherche avec un objectif quand même essentiel qui est celui que j'ai depuis que je suis en doctorat, c'est produire de la connaissance enseignable, hein. Et à partir de ce moment-là, un besoin aussi manifesté par le terrain, et ça j'y reviendrai, et donc essayer de produire une réponse du terrain, pour le terrain à partir des connaissances qu'on avait pu en mettre en évidence. Et puis poser la question comme une question qui est intéressante à mon avis, au moins pour les collègues, c'est de se dire finalement, est-ce que la ludopédagogie, ça peut être une voie intéressante pour l'avenir de nos enseignements. Bon, alors moi, je travaille sur ces questions depuis, j'ai un peu honte, hein, quand je vois le temps passer, oui, j'ai 60 ans et je travaille même depuis un peu plus de 30 ans. Je mets 30 ans parce que comme ça me permet de rester jeune.
Je me suis intéressé d'abord à la question des accidents du travail et puis très rapidement aux pathologies psychosociales. Donc, sur ce sujet-là, j'étais un peu seul au début. Je dois dire, dans le colloque de l'Association francophone de gestion des ressources humaines, on me faisait passer le vendredi matin à 8h30 dans un séminaire Reste du Monde où je me retrouvais avec des présentations assez exotiques mais différentes et avec personne pour pouvoir nous regarder, mais c'était pas grave. Puis au fur et à mesure, la thématique est devenue un peu plus centrale et désormais, quand on fait le congrès de la GRH, les travaux en santé-travail représentent maintenant un pourcentage extrêmement important des travaux de recherche qui sont réalisés autour de la gestion des ressources humaines. Donc, je vous l'ai dit, parcours avec beaucoup de rencontres, des rencontres de collègues et puis du travail collectif, parce que notre métier, c'est quand même d'avoir tout du travail collectif. Et les trois articles qui ont servi dans la logique du jeu, vous les avez sous les yeux, mais vous voyez qu'ils ont été chaque fois écrits en collaboration. Alors en collaboration avec des doctorants, des collègues, voilà, et des doctorants collègues, en fait, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que j'ai encadré pas mal de thèses, mais les thèses vraiment réussies, c'est celles auxquelles on réussit à faire un travail conjoint ensemble, on réussit à faire des choses, et voilà. Et Damien Richard et Clara Laborie, qui sont deux doctorants que j'ai eu la chance d'avoir, ben, en fait, sont devenus des collègues et maintenant on continue à travailler ensemble. Donc l'article un peu fondateur, il est parti d'un travail de thèse de Damien Richard et à la fin de sa thèse, on s'est dit, ben, finalement, une des réflexions qu'on pourrait avoir ensemble, c'est de réfléchir sur le bien-être au travail. Ça, c'est le premier article qui a été publié dans la Revue française de gestion en 2015. Le deuxième article, et je vais revenir ensuite sur le détail parce que je pense que ça va aider à la bonne compréhension. Le deuxième article publié avec Céline Desmarais dans @GRH, il a été publié en 2017 et il porte sur les espaces de discussion du travail. Et ces deux articles, pour vous donner une indication, ces deux articles et ça on en a toujours été très contents, ces deux articles qui sont à la fois lus et cités. Et ça, pour nous, j'avoue que souvent, ben, moi, j'avais fait des articles que j'avais trouvé très bien, mais personne ne les lisait et personne ne les citait. Et puis, ben, ces deux articles, on a eu pas mal de chance. Et quand euh, Damien a fait a regardé un petit peu pour l'article de la REG. Ben, dans les articles nouveaux publiés depuis 10 ans, il fait partie il doit être sur le podium des articles nouveaux cités de la RFG. Et pour celui de @GRH, il en est de même. Pourquoi? Parce que les thématiques qui sont déployées, alors les articles sont merveilleux, je vais y revenir, mais les thématiques qui sont déployées sont des thématiques finalement qui intéressent très largement les collègues et que finalement, bah, ça converge un petit peu pour créer du débat autour de ces connaissances-là. Et pour nous, ça a été toujours quelque chose d'extrêmement intéressant parce que, en fait, depuis qu'on a publié ces articles, eh bien, on a des rebonds. Et on a des rebonds de collègues, on a des rebonds de professionnels. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis le dernier article, alors le dernier article, il a été accepté il y a 2 ans, mais il a été publié officiellement en 2025. C'est un article sur encore les espaces de discussion. Et cette fois-ci, c'est avec Clara Laborie, à partir des enquêtes qu'on avait fait autour du télétravail, et notamment avec une organisation qui s'appelle les caisses d'allocation familiale. Et donc, bah, c'est des données que je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on les a recueillies. Le premier article, je vais m'arrêter assez vite dessus. La question, elle est très simple. Elle est de se dire, mais comment on pourrait essayer de comprendre cette question du bien-être au travail? La maturation, elle est un moment où, historiquement, en matière de santé au travail, on sort d'une période très RPS. On sort de la période des suicides de Renault, France Télécom, etc. Et au début des années 2010, pour simplifier, on a une forme d'usure des acteurs autour de la notion de RPS, qui pourtant n'existe que depuis 5 ans, hein. Mais cette notion, ben, on s'aperçoit que les entreprises, elles ont de plus en plus de difficultés et naît une réflexion un peu collective, mais qui émerge chez nous d'une manière très nette,
en se disant, finalement, est-ce que en management, on ne pourrait pas proposer une autre logique? Et l'idée, elle est très simple et elle se fonde aussi sur un courant théorique qui est celui de la théorie de la conservation des ressources, qui promu notamment par Jean-Pierre Neveu, qui a fait venir Hopfol en France, qui a suscité des discussions, etc. Bah, naît l'idée qu'en management, il serait quand même intéressant de penser aussi les choses non seulement en partant du volet négatif pour essayer d'en déterminer les causes et de les réduire, mais partir du volet positif pour déterminer des ressources, pour essayer de les promouvoir. Et dans une logique de management, ben, ça a du sens, parce qu'on se dit, tiens, voilà, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas une action de management à faire pour promouvoir des ressources qui permettent d'aller vers le bien-être? Mais encore faut-il avoir une définition du bien-être au travail qui tienne et avoir des outils qui nous permettent de l'évaluer. Et là-dessus, quand on regarde le travail de littérature, ben, on se rend compte que finalement, les modèles qui existent ne nous conviennent pas. Et en fait, il y en a d'autres qui vont avoir la même réflexion en même temps, hein. Bien entendu, c'est toujours comme ça. Et ça va permettre finalement qu'un débat s'instaure. Et nous, on va faire des enquêtes sur le sujet. Alors, voilà. On va faire des enquêtes et qui vont montrer une première chose. La première chose, c'est l'idée que finalement, si on pense le mal-être et le bien-être au travail, finalement, on aurait tendance à penser que c'est deux choses qui s'opposent. Et que finalement, quand on parle du bien-être, on parle de l'envers du mal-être et qu'il y a une espèce de continuum entre bien-être et mal-être et que chaque individu pourrait se situer sur la droite que j'ai tenté de dessiner sur cette diapo. Mais quand on commence à regarder, alors si on, vous voyez, la première définition qu'on donne du mal-être, c'est d'être fatigué, épuisé, stressé, avoir des difficultés à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle, et du bien-être d'être satisfait, d'avoir envie d'aller travailler, d'être impliqué et d'engager. Bon, bah, dès qu'on a regardé ces deux dimensions, on s'est aperçu, notamment, on avait fait un certain nombre de typologies sur le sujet. On s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, puisqu'on a une grande partie des salariés, et notamment salariés du tertiaire et salariés d'encadrement, qui se trouvent dans une situation assez particulière, puisque quand on regarde ces données, eh ben, ils sont des deux côtés à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans des formes de mal-être avec de la fatigue, du stress, des difficultés à rendre compatibles leur vie personnelle et professionnelle, et dans le même temps, bah, ils sont satisfaits, ils ont plutôt envie d'aller travailler, ils sont engagés. Donc là, ça posait un problème particulier. Ça voulait bien dire que finalement, la réflexion qu'on pouvait avoir sur le bien-être au travail, ben, c'était aussi, elle introduisait l'idée qu'il allait falloir le penser différemment de la manière dont on pensait le mal-être au travail. Et c'est à la suite de ça qu'on a creusé le sujet et on est arrivé à définir cette question du bien-être au travail à travers quatre dimensions. Alors la méthode, elle est tout à fait simple. On a posé des questions à des salariés. À l'époque, on faisait beaucoup de diagnostics de risques psychosociaux. Donc, on a posé, pendant plusieurs enquêtes, on a posé la question, eh ben, qu'est-ce qui fait que vous êtes bien au travail et qu'est-ce qui fait que vous êtes mal au travail? Grosso modo, c'était ça. Puis ensuite, on s'est plutôt focalisé sur qu'est-ce qui fait que vous êtes bien au travail. Et on est arrivé à quatre dimensions. Je vous passe les errements successifs, mais on est arrivé à quatre dimensions. Et ces quatre dimensions, on les remesure à chaque fois qu'on fait une enquête, on refait une analyse de cette question-là pour voir si ça évolue. Globalement, ça évolue très peu ou pas du tout. Et ces quatre dimensions, eh bien, je vais vous les détailler rapidement. La première dimension, c'est la dimension du sens. Alors, la question du sens, je vais aller vite parce que ce n'est pas notre propos du jour, mais on voit bien qu'elle se greffe sur un ensemble de préoccupations qui sont celles des salariés aujourd'hui autour bah, de qu'est-ce qu'on fait avec les bullshit jobs, la question des planeurs, mise en évidence par Marianne Dujarrier, c'est-à-dire ces salariés qui travaillent à élaborer des plans, euh, qui pensent le travail des autres sans le connaître, pour des gens qui connaissent le travail, mais je reprends les propos de Marianne Dujarrier sans le connaître, vous voyez cette idée-là, cette idée de gens qui planent complètement et finalement qui sont déconnectés d'une activité réelle et qui posent des problèmes. Alors, problèmes d'authenticité, hein, voilà, qui sont relativement importants. Moi, pourquoi j'ai mis l'exemple d'un camion pizza? C'est parce que j'ai toujours pensé que moi, j'aurais aimé faire un métier comme celui-ci. C'est-à-dire avoir un camion pizza. Pourquoi? Parce que c'est fini, vous voyez le truc. Je viens avec mon camion pizza sur le campus à 11 heures. Je fais mes pizzas, je vends mes pizzas avec une marge confortable
à des étudiants généreux et je repars à 2 heures de l'après-midi pour aller faire autre chose. Et voilà, c'est fini. Et j'ai fait ma compta dans la voiture et basta. Vous voyez l'idée. Alors, je ne vais pas passer à l'action parce que je trouve que je fais un très beau métier. Mais dans l'idée, il y avait l'idée de la finitude. Vous voyez, la question du sens, elle est aussi autour de ces questions-là. Deuxième dimension, et c'est la dimension la plus importante dans nos enquêtes, on s'est aperçu qu'on avait les acteurs pouvant mobiliser différents éléments qui caractérisaient leur bien-être au travail. On avait entre 3 quarts et 80% des répondants qui nous disaient, ben, pour être bien au travail, j'ai besoin de relations. Bon, ça, ça paraît une relative évidence, mais c'est fondé sur le fait que nous sommes des êtres sociaux et c'est finalement une variable et une ressource qu'on va trouver dans la plupart des modèles qui portent sur ces questions-là. C'est de dire, ben oui, il y a aussi nos organisations vivent dans des systèmes qui sont parfois égoïstes, individualistes, etc. Et en face de ça, ben, l'individu, eh bien, l'individu au travail, lui, il a besoin d'être en relation avec ses collègues, ses clients, ses fournisseurs, son supérieur hiérarchique, ses subordonnés, etc. Donc cette dimension-là, elle est très importante, même si, vous voyez, je mets tout de suite un bémol, même si les enquêtes qu'on a faites autour du télétravail nous ont montré que bah, parfois ces collectifs pouvaient être des repoussoirs, puisqu'on avait pu constater dans les enquêtes qu'on a réalisées sur le télétravail qu'il y avait à peu près un salarié sur 5 qui est satisfait du télétravail parce qu'il n'a pas à travailler avec des collègues avec lesquels il n'a pas envie de travailler. Donc, ça, c'est quand même des choses qui sont importantes. Mais voilà. Deuxième dimension du modèle, le lien. Troisième dimension, c'est la question de l'activité, peut-être la plus difficile à cerner facilement. C'est de dire, ben voilà, j'ai besoin de bien faire mon travail. Donc, ça reprend un petit peu la logique qui a été développée notamment par Yves Clos, en disant, voilà, pas de qualité de vie au travail sans travail de qualité. J'ai besoin de faire du bon travail. Et ça, c'est un élément important. Et quand on dit faire du bon travail, ça veut dire à la fois du travail dans lequel je vais pleinement mobiliser ou suffisamment mobiliser mes compétences, mais aussi le faire dans une bonne dose d'autonomie, avec suffisamment de responsabilité, etc. Vous voyez, il y a toute une histoire de dosage et qui, là, mais comme pour beaucoup de dimensions, hein, a une dimension subjective très forte. C'est-à-dire que forcément, ben là, ça va varier d'un individu à un autre très fortement et tout le monde n'a pas les mêmes besoins et ne caractérise pas son bon travail de la même manière. Dernière dimension, dernière dimension, c'est le confort. Et là, ça concerne les éléments euh, matériels et environnementaux de mon travail. Alors, on a l'habitude de dire à propos de cette dimension qu'elle est le parachute des autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est celle qu'on va mobiliser quand les autres ne sont pas là. Et donc, comme exemple, on peut prendre, voilà, vous posez la question à votre collègue ou à quelqu'un que vous rencontrez dans un dîner en ville et vous lui dites comment ça va ton travail? Et il te dit, bon, je suis payé, ou mon bureau est chauffé, ou bon, si il mobilise ça, probablement c'est que le reste de son travail va pas très bien. Mais comme tous autant qu'on est pour supporter le travail, ben, on a besoin de l'apprécier un minimum. On va chercher les raisons de notre bien-être, y compris quand globalement on a un peu de mal avec tout ça. Donc, dernière dimension, ce confort. Et on voit bien que c'est une dimension un petit peu particulière par rapport aux autres. Ça, c'était le contenu du premier article. Et euh, en fait, Damien Richard a beaucoup travaillé autour de ce modèle et en a beaucoup parlé, ce qui fait que très rapidement, on a eu beaucoup de sollicitations de gens qui nous ont dit, des consultants pour l'essentiel, des professionnels qui nous disaient, bah voilà, votre modèle, il nous permet de comprendre ça, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer et tout. Et donc là, on a au sein de la chaire réalisé des interventions complémentaires autour du bien-être au travail avec une réflexion dans les organisations pour réfléchir à comment on pouvait travailler sur ces 4 dimensions. Deuxième article publié en 2017, c'est un article sur les espaces de discussion. Et là, la logique, elle est un petit peu différente dans la genèse du travail scientifique. C'est que
eh bien, on avait à ce moment-là la montée d'un discours sur les espaces de discussion du travail, porté à la fois par les travaux de Mathieu de César, hein, qui sont quand même particulièrement importants sur le sujet, par Yves Clos, bien entendu, mais aussi qu'on va retrouver ensuite dans l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail de 2013, avec l'idée que ces espaces de discussion, c'est des choses importantes pour la santé au travail. Quand on dit c'est quoi un espace de discussion, ben déjà, sur ce plan-là, les auteurs ne sont pas tous d'accord. Hein. Moi, la définition que je vais vous proposer, c'est celle qu'on a retenue avec Céline Desmarais dans cet article-là. C'est des lieux dans lesquels se tient une discussion collective sur le travail, produisant une régulation conjointe gérée en lien avec le management. Voilà. Et vous voyez, c'est une définition assez restrictive, hein, qu'on a choisie, mais on l'a souvent appréhendée un petit peu plus largement. Et l'idée, elle est assez simple. C'est de dire, j'ai besoin de parler du travail pour être bien. Et les mécanismes de ce discours, ben, voilà, on échange sur le travail. Et vous voyez qu'on va avoir des espaces de discussion qui sont des espaces qui existent déjà. On peut penser qu'il y a des réunions de travail qui existent déjà. On peut penser qu'il y a des discussions qui peuvent être autour de la machine à café, parce que les espaces de discussion peuvent être formels comme informels. Et que tout ça, ça va nous conduire à avoir ces espaces. Mais le discours qu'on avait quand on a commencé à mesurer l'efficacité de ces espaces de discussion du travail, c'était un discours très général sur, ben oui, c'est efficace. Mais nous, on s'est posé la question de l'évaluation parce qu'il n'y avait pas d'évaluation de ça. Et la première fois qu'on a fait une évaluation, c'était à l'occasion de la fin de la thèse de Damien Richard, où on avait fait en même temps un diagnostic de risques psychosociaux dans un conseil départemental. Et alors vous allez voir les données, la première mesure, le tableau il est bien crasseux. Euh, il est d'époque, je vous rassure. C'est du Sphinx version 72. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? On a juste mesuré d'un côté, est-ce qu'il y a des espaces de discussion ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et puis de l'autre côté, on a mis les variables de notre enquête. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Et moi, j'avoue que c'est une grande surprise pour moi parce que j'y croyais qu'à moitié à ce moment-là de mon parcours scientifique. Je remarque que cette variable qu'on a définie, espace de discussion du travail, d'une manière extrêmement sommaire, on s'aperçoit qu'elle fit avec la reconnaissance au travail. Là où il y a des espaces, il y a plus de reconnaissance. Il y a moins de fatigue physique, il y a moins de lassitude cognitive, il y a moins d'épuisement émotionnel, il y a moins d'absentéisme, il y a plus d'envie de travailler, il y a plus de plaisir, il y a un meilleur score pour la santé parce qu'il est inversé, etc. Il y a une meilleure ambiance de travail. Donc on s'aperçoit que cet indicateur espace de discussion du travail, manifestement, il fit avec les indicateurs divers et variés de performance sociale. Ce qui nous a amené à introduire finalement cette question des espaces de discussion du travail d'une manière un peu plus fine, on va dire, dans les enquêtes qu'on a menées ensuite. Ce qui nous a donné lieu à deuxième mesure, euh, celle qui a été publiée dans l'article de 2017, qui était de dire, bah là, on va prendre un indicateur un petit peu plus fin, avec deux dimensions importantes. On a fait un questionnaire pour mesurer celui-là, ça. Et d'un côté, ben, on va définir deux dimensions. Est-ce qu'il y a des espaces de discussion du travail et quelle est la perception de leur utilité de l'autre? Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que les écarts sur les variables de santé au travail sont très importants. Alors, quand je vous dis très important, ben, vous voyez bien, on l'a mis là sur un indicateur moyen à 100. Ben, vous voyez que là où il y a beaucoup d'espace de discussion bien perçu, le niveau de fatigue physique est nettement plus faible. Et à contrario, ben, il est beaucoup plus fort quand il n'y a pas ces espaces de discussion. De la même manière sur l'épuisement émotionnel. Vous voyez que se pose une première question, c'est de dire, ah ben, est-ce que c'est parce qu'il y a des espaces de discussion que la santé au travail fonctionne, ou est-ce que c'est parce que les gens sont en bonne santé au travail que les espaces de discussion peuvent se développer? Donc voilà, ça c'était une question d'œuf et de poule, assez classique dans nos, dans nos recherches. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que les espaces de discussion constituent un bon indicateur de la situation, la performance sociale, un bon indicateur de performance sociale dans nos organisations. La troisième mesure qui a été publiée cette année, on s'est dit, là, on va examiner, excusez-moi, c'est un petit peu plus,
c'est un petit peu plus, on va dire, lourd comme diapositive, mais on va examiner à la fois la qualité de ces espaces de discussion du travail, leur fréquence, mais cette fois-ci, on va examiner sur quatre grands indicateurs, deux indicateurs de santé-travail, bien-être et épuisement professionnel, et puis un indicateur de performance, au sens strict du terme, et un indicateur d'implication organisationnelle. Et là, on voit que d'un côté, les espaces de discussion sont corrélés et fit avec l'ensemble de ces indicateurs. Ça, c'est le premier résultat. Et donc, on voit que les résultats qu'on avait obtenus sur la santé, on les obtient aussi sur la performance et l'implication des salariés au travail. Mais le deuxième élément aussi très intéressant, c'est c'est le tableau que vous avez à droite, puisqu'on a évalué une vingtaine d'espaces de discussion différents pour regarder un petit peu comment ça fitait avec nos indicateurs et qui mettent en évidence un élément complémentaire qui va rejoindre les questions de bien-être et de santé au travail et de management. C'est que les deux espaces que vous voyez sur la dernière ligne, qu'on considère comme étant les plus performants, associés avec le meilleur niveau de performance, ce sont ceux qui mettent en jeu le supérieur hiérarchique, c'est-à-dire à la fois la discussion informelle avec le supérieur hiérarchique et le point individuel avec le supérieur hiérarchique. Donc vous voyez, dimension supplémentaire, c'est là où il y a des espaces de discussion, mais les espaces de discussion qui sont le plus associés avec les indicateurs de performance sociale, c'est les espaces de discussion dans lesquels il y a le supérieur hiérarchique. Donc ça, vous comprenez maintenant pourquoi on s'est intéressé aux espaces de discussion et ce que ça veut dire pour nous. À partir de là, euh, il faut que je surveille le timing, excusez-moi, parce qu'autrement, je vais mettre tout le monde à la rue. Non, voilà. Alors, je prends encore 10 minutes. Ça va, Le, oui. Je te fais signe, je t'envoie Comme ça, bon, c'est gentil. Alors, vous voyez, en fait, au fur et à mesure, eh bien, on avait des questions d'entreprise, des consultants qui venaient nous voir en nous disant, voilà, comment on pourrait utiliser ces travaux, et ainsi de suite. Et en fait, mon collègue Damien Richard s'est dit, bah, je vais faire travailler les étudiants. Ils ont produit un jeu que moi j'ai trouvé minable et vraiment absolument inutilisable, donc pas question de diffuser ça. Mais je me suis dit, comme moi je suis un ludophile hein, important, enfin moi je joue tout le temps, tous les jours, etc. Je me suis dit, bah non, bah, je pourrais peut-être créer moi-même un jeu autour de ces questions-là. Et à ce moment-là, j'ai essayé de définir des objectifs. L'idée, c'était de parler du bien-être au travail et donc de mobiliser top modèle. Le deuxième principe, c'était de dire, bah, finalement, les jeux qu'on nous propose en formation, c'est des serious games ou des jeux sérieux. Moi, pour les avoir essayés, notamment les jeux numérisés, pour moi, c'était le pire des deux mondes, quoi. C'était des mauvais jeux avec des mauvais dispositifs de formation. Et donc, moi, j'avais jamais adhéré à l'idée des serious games en étant moi-même quelqu'un qui joue beaucoup. Je trouvais ça vraiment minable, quoi. Voilà, minable, pas efficace. Donc, on avait un objectif, c'est que ça devait être un jeu où les gens passent du bon temps. Qui devait permettre la sensibilisation aux questions de santé au travail, qui doit donner envie de jouer et de gagner, parce que c'est une dimension quand même importante dans les jeux, c'est de pouvoir gagner, d'avoir un dispositif qui soit à la fois compétitif et collaboratif, et puis, ben, vous voyez bien, on travaille sur les conditions de travail des acteurs, donc respecter les acteurs à minima, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas en danger, qu'ils puissent parler, voilà. Il ne faut pas que ça mette trop la pression sur les participants. Donc, par exemple, il y a des cartes qui portent sur les contraintes. On ne va pas mettre une carte avec une contrainte, mon chef est un con, par exemple, parce que on se dit, si le chef est autour de la table et que la carte sort, ça peut peut-être gêner. Voilà. Mais l'idée, c'était pas de créer des problèmes supplémentaires. On ne fait pas un dispositif de sensibilisation ou de formation pour créer des problèmes supplémentaires dans les organisations. Donc voilà, quelques principes un peu. Et puis, et oui, élément important aussi, c'était l'idée de se dire, euh, ben finalement, euh, alors, qui est pour moi important, c'était de dire aussi, ce jeu doit permettre de déboucher sur sur des actions. Et ça, c'est un point important quand même qu'on a beaucoup développé par la suite, parce voilà, c'était important de dire, ah ben, j'ai fait ça, et alors, qu'est-ce que je vais faire, comment je mobilise. Et donc aujourd'hui, autour du jeu, eh bien, il y a un dispositif à la fois pédagogique et d'intervention qui permet d'aller vers l'action, et c'est ce dont on parlera plus précisément avec Fatima.
Donc, je vous passe les détails de conception, mais en fait, c'est long. C'est long parce que il faut tester, il faut faire des prototypes, on a trouvé un partenaire Reliance qui nous a aidé à financer. On a fait des prototypes, etc. Et puis on a fait une version 200 exemplaires. Et la bonne surprise, c'est que dès qu'on les a lancés, on les a vendus assez vite. Là, vous voyez la version à gauche, deux cartes de la première version qui a été faite avec l'intelligence artificielle, parce que c'était ça aussi, hein, la technologie nous a permis de pouvoir produire des cartes qui avaient un peu de gueule. Alors vous voyez là, l'intelligence artificielle, vous la reconnaissez facilement à travers deux éléments. Bon, trois, la main des personnages, hein, notamment sur la deuxième image que vous voyez en partant de la gauche. Vous voyez la pendule, et la pendule, elle est à 10h10. Hein, vous savez que si vous demandez à une intelligence artificielle de vous représenter une pendule à 11h30, elle n'en est pas capable. C'est un test que je vous recommande de faire. Elle n'en est pas capable parce que toutes les montres qui sont présentes sur les réseaux sont des montres qui sont réglées à 10h10, puisque c'est des montres avec un exposé commercial. Donc une montre enfin, l'IA est incapable de vous faire une montre à 11h30 ou à midi. Ça n'existe pas. C'est toujours à 10h10. Et donc, bref, on a beaucoup entendu parler, c'est pas le propos du jour, des travers de l'IA. Mais vous voyez, après, on est passé à mieux puisqu'on est passé à une illustratrice et qu'on a une illustratrice qui nous a fait des cartes. Et ça, c'était l'avantage d'avoir le jeu qui se diffuse facilement, c'est de pouvoir monter en qualité et se passer de l'intelligence artificielle. Ce qui n'était pas possible pour 200 exemplaires, mais qui le devient maintenant, puisque on en a fait pas mal. Donc voilà, on a fait évoluer le support physique en termes de qualité des cartes, enfin, etc. Ça, c'est vraiment du petit détail. Et puis aussi, on a fait évoluer la réflexion pédagogique autour du jeu et de ses résultats. On a développé des nouveaux usages et on a développé d'autres versions. Donc une version en anglais, une version pour le milieu hospitalier, métier du soin. Bon, puis on a plusieurs autres versions qui sont prévues, mais bon voilà, ça prend plus de temps qu'on aurait aimé. Donc voilà, voilà, jeu finalisé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ben, on a distribué plus de 750 jeux. On estime qu'on a fait jouer, qu'il y a à peu près entre 15 et 20 000 personnes qui ont joué. On a fait une quarantaine de sessions de formation, jusqu'à 120 personnes en même temps. On a fait des supports pédagogiques, voilà, et puis on a même maintenant un site commercial. Tac, tac. Bon, alors peut-être que on peut embrayer, Fatima. Ah non, peut-être embrayer, peut-être pas déjà parler de questions. Hein? On fait une pause question, c'est le bon moment, Emmanuel? Oui, c'est très bien, ouais, absolument. Eh bien, allez, 39. Tu vois, j'essaye de respecter. C'est impeccable. Alors Emmanuel, il y a une question qui a été posée dans le chat par Emmanuel Ouais. Gard que je t'ai transmis par texto, mais peut-être qu'Emmanuel, tu peux la poser Oui, bien sûr. directement. Oui. Alors oui, j'avais lancé enfin démarré, on va dire, la série de questions via l'écrit, via le chat, pour une question de peut-être de précision ou en tout cas de curiosité, puisque tout à l'heure, Emmanuel, tu disais que donc le bien-être au travail était donc favorisé par la mise en place d'espaces de discussion. Et donc ma question était la suivante, est-ce que ce sont les espaces de discussion eux-mêmes qui permettent, parce qu'on vide son sac, voilà, on communique, on se rend compte qu'on est tous face au même problème, qui permet le bien-être au travail ou qui le favorise? Ou est-ce que c'est parce qu'on a des idées et que donc on dit au manager, ah bah tiens, ça serait bien de mettre en place ceci, cela? Et donc est-ce que ce sont plutôt les conséquences des espaces de discussion qui permettent le bien-être au travail? Alors, vous avez remarqué que j'ai tenté d'avoir des précautions de langage extrême en disant c'est là où il y a des espaces de discussion, que la performance, j'ai pas exprimé de lien. J'ai pas exprimé de lien parce qu'il est bien, enfin, pour moi, il est assez évident Ah. que le lien entre les deux est un lien ténu. Mhm. C'est pas parce qu'il y a des espaces de discussion qu'il y a de la performance sociale. Donc, le lien entre espace de discussion et performance sociale, nous, on l'a évalué pour essayer de mesurer cet effet poule-œuf dont je parlais. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a regardé quand on fait varier le volume des espaces de discussion, comment ça modifie les indicateurs de performance.
et réciproquement. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que globalement, l'effet espace de discussion sur performance, il est de 4 quand l'effet performance sur espace de discussion est de 1. Donc, vous voyez, il y a un effet réciproque, mais il est plus fort dans un sens que dans l'autre. Mais surtout, l'hypothèse qu'on doit garder, c'est que oui, les espaces de discussion permettent le dialogue, permettent de vider son sac, permettent de la régulation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui paraît assez évident et naturel, même si je ne pensais pas, moi, qu'on aurait de tels liens statistiques, hein, pour bien le dire. J'ai été surpris moi-même par les résultats. Mais il y a en plus, si vous voulez, il y a forcément des variables qui viennent percuter ces deux indicateurs. Et c'est pour ça que dans la dernière étude, on met l'accent sur le management et les pratiques managériales. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, les espaces de discussion, c'est des éléments caractéristiques, symboliques, là où se manifeste, si vous voulez, et ça me permet de revenir au modèle de bien-être, c'est là où se manifeste la construction du sens collectif, le lien entre les acteurs, la construction d'une activité pleine et entière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les trois dimensions premières du modèle de... Voilà. Donc en fait, c'est pour moi des éléments tout à fait symboliques de logique d'organisation et de management qui permettent de développer la performance sociale. Ouais, vous voyez, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais dans l'idée, c'est plus ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de développer des espaces de discussion. Au contraire, parce que justement, c'est un levier. C'est-à-dire que c'est plus facile, si on se dit œuf et poule, euh, c'est plus facile de développer les espaces de discussion que de commencer par améliorer la performance. Hein. Et ça paraît plus logique et, à mon avis, plus efficace. Hmm. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Emilia. Non, il n'y a pas d'autres questions sur le chat, donc n'hésitez pas à les poser directement si vous le souhaitez. Sinon, peut-être ce qu'on peut faire, c'est proposer à Fatima de prendre le relais et de faire un temps d'échange à l'issue des deux présentations, peut-être? Ouais, ouais, très bien. Fatima, c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. Vous m'entendez bien? Oui, parfait, merci. Oui. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et merci à Emmanuel pour l'invitation. Alors, avec Emmanuel, c'est l'histoire d'un partenariat qui dure maintenant depuis presque 8 ans. Donc, moi, je suis chef de projet RH à la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour être certain que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur ce qu'est la branche famille de la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, c'est 4 branches. Une branche recouvrement, donc les URSSAF, une branche vieillesse avec les CARSAT, une branche, enfin on dit retraite maintenant, une branche maladie qui est donc celle que tout le monde connaît et dans le public en général, on imagine tout de suite la branche maladie comme la sécurité sociale, mais non, c'est beaucoup plus important que ça. Et puis la branche famille, donc on appelle couramment les allocations familiales. Et donc, chaque branche est pilotée par une caisse nationale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque caisse départementale, donc votre CAF, votre CEPAM, en fait, ce sont des organismes de droit privé qui sont donc dirigés par un directeur ou une directrice qui est employeur des salariés, qui sont régis par le Code du travail. C'est très important à comprendre parce que nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous ne sommes pas un service déconcentré. Alors, évidemment, nous sommes sous la tutelle de l'État. Pour autant, les directeurs d'organismes sont responsables devant la loi comme un employeur lambda. Voilà, c'est important à comprendre parce que c'est aussi ce qui va permettre de comprendre comment nous fonctionnons et comment nous avons pu diffuser le modèle Slack et le jeu. Parce qu'en fait, nous, au niveau national, donc on essaie de convaincre les directeurs, mais ce sont à eux de s'en emparer et d'expérimenter et de décider s'ils souhaitent le diffuser dans leur organisme. Donc, avec Emmanuel, je le disais, nous travaillons depuis longtemps. Nous avons un accord, un protocole d'accord qui date de 2012 et qui porte l'obligation à l'ensemble des caisses nationales du réseau du régime général de la sécurité sociale de construire un plan national qualité de vie et conditions de travail avec les dimensions qui correspondent à nos enjeux de santé, de prévention santé, de QVCT de manière générale. Et cet accord aussi
comment dire, donne la responsabilité aux organismes locaux, donc au CEPAM, au CAF, etc., de décliner cet accord national en accord local. Ou alors, pour ceux qui ont des effectifs suffisamment importants, de négocier des accords QVCT tels que la loi le prévoit. Donc, c'est dans le cadre de ce plan national QVCT que j'ai contacté Emmanuel parce que nous étions donc en 2017 en préparation de notre accord 2018-2022. Ces accords sont signés pour une durée de 4 ans. Nous étions donc en recherche d'une définition qui pourrait créer un consensus dans notre réseau autour de la QVCT. Parce que c'est un sujet qui porte beaucoup de représentation. Chacun y va de sa définition. Et lorsque l'on a lancé notre groupe de travail, on a tout de suite vu qu'effectivement, il y avait besoin d'asseoir une vision commune de ce qu'est la QVCT, de ce qu'est une démarche QVCT. On sait que souvent, les représentations tournent autour justement de la dimension du confort qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure. Donc, on s'est emparé de ce modèle Slack, on a pris contact avec Emmanuel qui nous a aidé à diffuser dans le cadre de notre plan ce modèle. Et quand Emmanuel donc on a travaillé aussi sur d'autres projets avec Emmanuel. Il nous a aidé notamment lors de ce premier plan à réaliser un autodiagnostic auprès de l'ensemble de nos organismes. Donc, nous avions 100%, donc sans une CAF, des organismes qui ont fait un autodiagnostic QVT qui leur permettait de vérifier leur niveau de maturité sur le sujet, leur niveau de compréhension du sujet et de voir aussi qu'est-ce qu'ils mettaient en place au sein des CAF. Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait énormément de choses qui étaient faites, mais qui n'étaient pas forcément rattachées à la QVCT. Donc Emmanuel et son équipe nous ont accompagnés sur ce sujet et ils nous ont accompagnés aussi dans le cadre de la crise sanitaire. Donc là, c'était vraiment un gros projet qui s'est étalé sur plusieurs années. Puisqu'en fait, on a mené des enquêtes à grande échelle sur les effets du confinement et du télétravail sur la santé des salariés et les organisations de travail. Mais c'est un autre et vaste sujet. Et quand Emmanuel m'a parlé de ce jeu, donc j'ai trouvé que c'était une opportunité formidable pour infuser les espaces de discussion au sein de nos organismes, parce que c'est un sujet que l'on a porté donc lors de notre précédent plan 2018-2022 et que nous portons encore sur le plan actuel. Alors, il y a énormément d'espaces de discussion si on prend une acception large au sein de notre réseau, puisque nous avons mis en place une forme de transformation managériale avec un manager qui soit plus coach, plus participatif, enfin qui favorise un management plus participatif, excusez-moi. Et donc, nous avons des routines managériales, nous avons effectivement beaucoup d'espaces de discussion, des réunions d'équipe, etc. Pour autant, les discussions sur le travail visant à améliorer les process, par exemple, etc., il était important pour nous de les sacraliser de manière à ce que nous rendions les salariés acteurs du travail au quotidien. Et il nous a semblé donc que le Slack répondait à cet objectif. Et par ailleurs, on a pu constater en expérimentant le jeu Slack qu'en réalité, il y avait plusieurs applications à ce jeu. On peut effectivement l'utiliser si on a une réorganisation à prévoir. On peut l'utiliser si on souhaite construire un plan, et c'est ce que nous avons expérimenté avec des CAF, pour construire leur plan local QVCT. On peut l'utiliser également si on rencontre une difficulté au sein d'un service. Parce que ce qui est formidable avec ce jeu, c'est que vous pouvez exprimer tout ce que vous avez à dire sans pour autant être tenu responsable des propos. La règle du jeu est faite d'une telle façon qu'en fait, ce sont les cartes qui vont s'exprimer. Et ce n'est pas forcément vous qui allez dire, par exemple, que vous n'avez pas de sens à votre travail, puisque c'est une expression collective. Et vous avez à la fin de la partie de jeu, donc un plateau avec parfois des cartes qui peuvent être très, très lourdes de sens. Comme je vous le dis, je n'ai pas de sens à mon travail, je ne vois pas de priorité dans les dossiers qui me sont confiés. Et puis, vous pouvez aussi avoir, au contraire, des choses très positives qui en sortent. Pour autant, ça permet de libérer un peu cette parole qu'on pourrait avoir tendance on pourrait avoir tendance à ne pas se lâcher complètement si on est dans un espace de discussion plus cadré avec son manager. Là, on a le côté ludique du jeu qui permet effectivement
de pouvoir en plus passer un moment agréable et sans forcément conscientiser qu'on est en train de soulever des difficultés qui peuvent être majeures dans un service. Et ça, c'est vraiment formidable dans ce jeu. Donc, la façon dont on s'en est emparé, donc nous l'avons d'abord testé au niveau d'une instance nationale avec des RH du réseau, qui sont en fait une instance qui regroupe des responsables RH qui représentent leur région. Ça nous permet ensuite de diffuser directement au sein du réseau, via des espaces régionaux RH, des directives ou des méthodologies qu'on souhaite mettre en place, et puis des grands messages nationaux et des orientations nationales qui sont importantes et qui touchent au cœur de notre activité. Donc pour autant, dans cette instance, c'est aussi un moment où on peut échanger sur ce qu'on souhaite diffuser en matière d'animation du réseau et d'animation des équipes. Donc nous leur avons proposé de jouer et ils ont été très sensibles aussi au jeu et donc ça nous a permis d'avoir quelque part une forme de go du réseau pour lancer une expérimentation. Avant de lancer l'expérimentation, Emmanuel est venu en caisse nationale et nous l'avons testé au sein de mon département. Et nous sommes encore aujourd'hui, donc on l'a testé il y a un peu plus d'un an, et nous sommes encore aujourd'hui en train d'en utiliser les fruits parce on souhaite en fait mieux travailler ensemble. Donc on exploite encore aujourd'hui. Nous avons une dernière réunion lundi prochain pour construire et finaliser notre plan d'action qui nous permettra de mieux travailler ensemble, parce que nous sommes une équipe d'une 30aine de personnes. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'applications à ce jeu. Et donc par la suite, vous m'arrêtez hein, si je dépasse le temps, parce que je ne me rends pas bien compte. Oui, bien sûr. Donc voilà, au niveau de l'expérimentation avec notre réseau, donc nous avons fait un appel à candidature et nous avons tout de suite eu des CAF qui ont souhaité participer. Donc la CAF de Seine-et-Marne, la CAF de Seine-Saint-Denis, la CAF de la Gironde et la CAF du Finistère, où nous nous rendons demain avec Emmanuel. Donc, pour deux CAF, il s'agissait, comme je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir construire leur plan d'action QVCT en associant les managers. Donc, nous avons animé avec le jeu des séminaires managers d'une journée. Donc, Emmanuel va certainement revenir sur les conditions techniques du jeu. Donc, le matin, nous avons fait jouer les managers et l'après-midi, nous avons construit des plans d'action. Et nous avons une CAF qui nous a plutôt sollicité pour accompagner une réorganisation d'un service ou d'un département très important, puisque c'est le département de l'action sociale qui est une composante majeure dans les CAF. Et donc, nous sommes en train de réaliser le bilan de ces expérimentations. Donc, ça a été largement plébiscité, bien entendu, par les managers et par les directeurs et des RH avec qui nous avons travaillé. Il y a un besoin d'accompagnement plus poussé sur le côté plan d'action. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, les applications sont nombreuses et il y a vraiment du positif à utiliser ce jeu pour animer des espaces de discussion qui pourraient être plus difficiles d'appréhension si on prenait une méthode traditionnelle d'idéation, d'expression, de brainstorming. Voilà. Et puis, il y a ce côté ludique aussi qui fait que si vous me passez l'expression, on se marre. Voilà, on ne fait pas que soulever des problèmes. On fait un pas de côté et quelque part, on oublie presque qu'on est là pour améliorer un process, pour parler de difficultés. Et puis, moi, j'ai vu aussi, parce que j'ai été présente dans toutes les expérimentations, à part en Seine-et-Marne, que même si les personnes au départ restent un peu sur leur garde et s'imaginent que, bon, peut-être on va scruter ce qu'elles sont en train de dire, mais en fait, elles se laissent vite prendre par le jeu et tout le monde s'exprime. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de retenir vraiment de ce jeu et de cette présentation, c'est que c'est vraiment donner la parole aux gens, les rendre acteurs, leur permettre de se réapproprier l'organisation du travail et le travail et de comprendre ce qu'est la QVT. Donc, deux objectifs pour moi. Un premier objectif de sensibiliser les personnes qui jouent à ce qu'est la QVT, à leur faire comprendre ce qu'est la QVT. Et puis, un deuxième objectif de résoudre une difficulté, construire un plan d'action, en tout cas utiliser concrètement le jeu pour en sortir des matériaux qui vont permettre de mieux travailler ensemble. Voilà.
parce que j'ai Merci. Oui. respecté le temps. Merci Ah, beaucoup, super, Fatima. Fatima. Absolument. Vous en Non, mais je Est-ce voudrais, que, ouais, Emmanuel, tu veux rebondir, préciser des choses? je veux rebondir un peu parce que, un, je voudrais remercier Fatima parce que c'est vraiment, c'est un régal de travailler avec quelqu'un comme ça. Voilà. Bon, bref, j'en profite pour lui dire, et voilà. Mais elle le sait parce que je lui ai déjà dit, mais voilà, c'est pour moi un vrai, voilà, un vrai plaisir. La deuxième chose qui est intéressante, si vous voulez, c'est qu'effectivement, autour du jeu, on a essayé de développer des choses. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, il y a des usages qui sont différents. Fatima l'a expliqué un petit peu, par exemple. C'est-à-dire, quand on a fait l'expérimentation à la CAF de Seine-et-Marne, c'est une réorganisation. Et la réorganisation suscite des débats, besoin d'explications, besoin de dialogue. Et donc là, le jeu, on l'a utilisé comme un outil médiateur en mettant les personnes à discuter les unes avec les autres, en réfléchissant à comment elles peuvent penser les problèmes qu'ils ont, etc. Et finalement, on a été nous-mêmes presque surpris du soulagement par rapport à la réorganisation qui en est sorti. Parce qu'en fait, les problèmes avaient été posés, les discussions avaient eu lieu, parce que c'est un jeu, normalement, ça dure 1 heure et demie à peu près de jouer. Mais quand on l'a fait pour la Seine-et-Marne, avec l'optique qui était la nôtre, en fait, ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures, pourquoi? Parce qu'on avait fait des tables un peu plus nombreuses, c'était des tables de 8, Fatima, donc c'était c'était un petit peu plus lourd. Mais en fait, les gens sont sortis, ils nous ont dit, ah ben c'est déjà l'heure. Parce que si vous voulez, excusez-moi, c'est l'intérêt aussi de la ludification. La ludification amène une temporalité différente, amène des comportements différents. Nous, un des usages qu'on a vu, parce qu'on a utilisé le jeu aussi bien avec des étudiants qu'avec des professionnels dans différents contextes, c'est par exemple l'usage du portable. C'est-à-dire que les étudiants, ils ne touchent pas leur portable. Les professionnels, ils ne touchent pas leur portable quand ils jouent. Ça, pour nous, c'est un des critères. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ont été mobilisés pendant 1 heure et demie, 2 heures, autour d'une expérience collective, et que cette expérience collective, elle les a vraiment pleinement mobilisés. Et ça, pour nous, c'est une richesse, parce que on se rend bien compte que ce n'est pas forcément des choses évidentes. Pour donner d'autres usages, on a des organisations qui l'ont fait, qui l'ont utilisé comme finalement une étape dans la construction de leur plan QVT. Donc, Fatima a donné l'exemple de la cave de la Seine-Saint-Denis ou de la cave de Gironde, mais on l'a fait aussi, par exemple, avec des rectorats. Et l'exemple que je pourrais donner, c'est quand on l'a fait au rectorat de Marseille, j'aime bien cet exemple parce que quand on l'a fait au rectorat de Marseille, on a fait jouer en même temps 120 cadres. Et pour 120 cadres, il y avait un élément. Ouais, il y avait un élément qui était pour moi assez intéressant, c'est est-ce que tout le monde allait se prendre au jeu? Et on a eu d'abord des discussions en préparation en disant est-ce que le recteur, il va être là, vous comprenez? Alors moi je disais bah, il faut qu'il joue avec ses principaux collègues. On a su qu'il a accepté de jouer. Ensuite, on a entendu une discussion parce qu'il y avait la question des chauffeurs. Qu'est-ce qu'on fait des chauffeurs pendant que les cadres jouent? Et on a organisé une table de chauffeurs à côté de la table du recteur. Et finalement, les deux tables ont produit des résultats très différents, hein, parce que le jeu donne des résultats différents en fonction des situations de travail. Mais finalement, les deux tables ont été un plein succès. Pour nous, ça, c'était extrêmement intéressant. Et à la table du recteur, moi, je surveillais un peu discrètement ce qu'ils produisaient. Mais par exemple, ils ont eu un débat sur les conflits qu'ils avaient entre eux. On va me dire, dans un univers tel que celui-là, le fait que un DAZEN, un recteur du supérieur et un recteur de région se mettent à discuter des conflits qu'ils ont entre eux, pour moi, c'était en soi déjà une réussite tout à fait importante du jeu et de ce qu'il voulait dire pour la suite. Vous voyez l'idée. Mais globalement, le jeu, le schéma sur lequel on s'accorde aujourd'hui pour travailler pleinement ces questions-là, c'est le jeu et derrière une réflexion sous des formats qui peuvent être très différents, mais celui qu'on a beaucoup utilisé, c'est le format du Word Café, avec un format Word Café sur lequel on va travailler pour aller jusqu'à des propositions concrètes qui permettent
de transformer le travail des acteurs concernés. Et voilà. Alors après, on a d'autres utilisations qui ont été réalisées avec des personnes qu'on a formées à l'utiliser. On a formé les cadres à l'utiliser, les cadres l'ont utilisé avec leurs équipes pour ensuite construire des plans d'action. Mais voilà. Et justement, je voudrais ajouter une précision. L'idée que nous portons, en fait, c'est de diffuser le jeu au sein du réseau pour appuyer justement les organismes dans l'organisation d'espaces de discussion. Et par exemple, à la cave de Bordeaux, c'est déjà le cas. Le jeu est utilisé. Donc, ils ont joué avec nous. On les a aidés à construire le plan d'action QVCT. Et puis, par la suite, ils s'en sont vraiment emparés. Ils ont formé des managers, donc des facilitateurs aussi pour animer les séances de jeu. Et ils sont allés jusqu'à proposer à leurs élus une séance de jeu de manière à mieux collaborer, mieux négocier, en tout cas mieux dialoguer. Et donc, ils vont venir justement nous l'expliquer dans le cadre d'un webinaire qu'on va organiser avec Emmanuel de retour d'expérience. Mais on a trouvé particulièrement intéressant que la directrice s'empare du jeu pour essayer d'améliorer la communication qu'elle peut avoir avec ses élus. Donc, on peut vraiment utiliser le jeu pour des applications différentes. J'ai juste une question un petit peu technique, mais concrètement, quand vous mettez en place une session de jeu, vous partez d'un irritant, une problématique, ou c'est plus large que ça? Alors, les utilisations, il y a des configurations très différentes. Très différentes. Mais comme le jeu va explorer finalement trois grandes dimensions. Une dimension compréhension du bien-être, une dimension contrainte qui pèse sur le travail et une dimension identification des ressources qu'on peut mobiliser. Alors, on voit que finalement, en fonction des problématiques qui se posent, on va plus ou moins insister sur les uns ou sur les autres. Et en fait, dans ces trois dimensions, on en a une qui est assez globale. C'est globalement quels sont les éléments importants qui sont fondateurs de votre bien-être. Ça, c'est le premier temps. Donc ça, c'est assez global. Et on a une logique générale, mais qui est intéressante parce qu'elle nous fait rentrer dans le jeu, dans ses mécanismes, etc. Et ensuite, par exemple, on aborde la question des contraintes. Donc là, on voit aussi, parce que vous voyez, il y a des effets il y a des effets de diffraction dans nos organisations. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on considère comme importants. Mais quand on les fait tamiser par les acteurs, on s'aperçoit que finalement, il y en a peut-être d'autres qui sont plus importants et que ceux-ci sont peut-être des éléments de second plan. Ça, on arrive à les repérer, par exemple. Vous voyez? Et puis, l'idée aussi de les faire réfléchir sur les ressources, pour moi, c'est extrêmement précieux. Parce que c'est de dire, mais finalement, quand je réfléchis sur les ressources, je suis aussi en train de réfléchir à moi, comment je peux m'emparer de cette question-là. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que on sait très bien que dans ces questions-là, il y a des dimensions qui sont collectives, organisationnelles, et puis il y a des dimensions aussi qui appartiennent aux collectifs de travail plus restreints qui peuvent exister dans l'organisation, et voire même aux individus. Donc, c'est intéressant que les acteurs s'emparent de ces questions et les mettent en discussion. Voilà. Merci pour cette réponse. Il y a des questions sur le chat. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux poser Oh, moi, ta j'ai plein question? de questions, mais après, je veux pas non plus monopoliser la parole. Je peux lancer des questions et puis peut-être que ça amènera aussi à d'autres questions. J'avais peut-être premièrement une question de précision. Le jeu, il est autoportant, c'est ça? C'est-à-dire qu'une fois que Emmanuel l'a animé, les équipes peuvent s'en saisir et le remobiliser par elles-mêmes derrière. C'est ça l'idée? Ouais. Donc c'est vraiment un jeu où en fait, derrière, il fait sa vie tout seul, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on l'a. Ouais, d'accord. Oui, non, non, mais l'idée, enfin, si vous voulez, non, j'ai pas envie d'aller faire de la formation dans toutes les caves de France et de Navarre pendant 6 mois. Non, mais au-delà de ça, bien sûr. Non, non, mais je comprends. Mais ce que Vous je trouve, voyez ce que c'est je que veux dire? Bon, c'est une j'aime force beaucoup aussi. Fatima, mais bon, voilà. Non, la question n'est pas là. Enfin, la question est là. C'est un jeu de cartes, en fait. C'est un jeu de cartes. Hmm, C'est un jeu de 78 cartes. Oui, je n'ai pas parlé de sa forme. Au format tarot divinatoire. Euh, c'est un jeu de cartes, 78 cartes. Et il y a une règle de jeu. Donc, on peut très bien d'accord. l'utiliser. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans avoir eu de dialogue avec nous. Voilà. Il se trouve que il y a des organisations qui nous disent, qui utilisent aussi le jeu comme un dispositif. Je vous parlais des rectorats. Ils l'utilisent, ils font pas de travaux collectifs un peu hors les murs, des séances collectives. C'est pas dans leur culture.
Donc, c'est l'occasion de créer aussi ce genre de choses et de discuter du travail en même temps. Vous Mm. voyez, c'est ça l'idée. Mais si je prends l'exemple, justement, par exemple, on est intervenu dans deux rectorats, dans trois, à Lyon, à Marseille et à Dijon. À Dijon, il y a une cellule qui s'en est emparée pour aller déployer jusqu'au lycée et au collège, en disant, ben voilà, on va diffuser voilà, donc on les a formés aussi. Euh, ça, c'est Ouais. quand on a des demandes, on forme, mais y compris à distance, hein. On forme à distance en 1 heure. On forme les utilisateurs à n'importe quel type d'utilisation. Mm. Je me Voilà. permets de Nous, notre rebondir, objectif, c'est que Emmanuel, ça se diffuse. C'est ça, pardon, existe. sur les règles du jeu. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce qu'il y a toute une littérature qui montre les coûts d'expression, etc., en lien avec les espaces de discussion. Et puis, ça représente des risques, le fait de parler des contraintes que l'on ressent, de parler des conflits de valeurs, de parler, enfin, de la surcharge que l'on peut avoir. Comment vous palliez cette prise de risque Alors, pour je vais les... je vais expliquer le mécanisme parce que ça vous aidera à comprendre. En fait, le mécanisme est le suivant, c'est-à-dire que le choix, par exemple, des contraintes, si je prends cet exemple-là, le choix des contraintes que je fais, c'est, étant donné qu'autour de la table, on a a priori des personnes qui travaillent dans le même environnement. Ce sont des collègues, ce sont des gens qui se connaissent. C'est ça l'idée de base. Même si ça fonctionne sans ça, c'est l'idée que je vais choisir des cartes, non pas pour moi, mais pour ce que je pense que les autres pensent. C'est-à-dire que quand je dis, quand la carte conflit, par exemple, a émergé à la table du rectorat dont je parlais tout à l'heure, d'abord, elle a été choisie, personne ne sait qui l'a choisie. On ne peut pas savoir. Ensuite, elle vient sur la table et on vote. Mais on ne vote pas pour soi. On vote en fonction de ce qu'on pense de ce qui est important pour les autres. Et, et ça, c'est ce qui permet de pouvoir ouvrir le débat sur un sujet tel que celui-là, parce qu'il n'y a personne qui est celui qui dit le roi est nu. Voilà. C'est là où c'est complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Et la mécanique du jeu, elle est là pour ça. Elle est là pour permettre de parler sans que les acteurs ne puissent dire, ah ben voilà, c'est lui qui a dit ça, etc. On sait très bien dans nos organisations, celui qui dit, bah oui, il y a des conflits, machin, on dit, bah c'est toi le problème, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? C'est vraiment, c'est vraiment une mécanique, bon, qu'on a mis un moment à mettre au point, mais qui aujourd'hui fonctionne très bien. Voilà, parce que justement, elle permet que les acteurs puissent s'en emparer assez facilement, hein. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de protéger ceux qui jouent. Et puis que ça reste ludique. Attendez, hein, Fatima en a parlé, mais moi aussi, je l'avais évoqué. Ben non, il y a pas des enjeux majeurs autour du jeu. On va parler de nos conditions de travail, on va parler de notre travail, mais voilà, c'est pour ça qu'on dissocie le travail, le jeu, et à un moment donné, tiens, on va réfléchir sur nos conditions de travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est un deuxième temps, c'est plus le jeu. Vous voyez? Hein, ça, pour moi, c'est un truc vraiment très important. Alors, je peux répondre aussi sur la question sur la ludification qui est dans le chat. Euh, Moi, je crois beaucoup à ce type de dispositif. D'ailleurs, on commence à faire des formations. Suite à ça, on fait des formations pour les collègues. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on a 40 000 possibilités de pouvoir développer des applications ludiques. Euh, on a des possibilités énormes et sur n'importe quel thème. Je vais en donner juste une petite illustration pour les collègues. Et ça, j'en profiterai pour donner un premier conseil, c'est ceux qui connaissent les jeux, ils ont des idées qui leur viennent en même temps. Si vous avez déjà joué à un jeu qui est très connu qui s'appelle TTMC, tu te mets combien? D'accord? L'idée de ce jeu, c'est un jeu assez simple. Vous avez une carte avec 10 questions sur un thème. Le thème, ça peut être par exemple les fourmis. Voilà. Et vous avez une question. La première question, elle est très simple. Et puis la dernière, elle est très compliquée. Et vous devez vous évaluer. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans un cadre d'un enseignement? Oui. Aujourd'hui, excusez-moi, mais il faut utiliser les outils qu'on a sous la main. Vous prenez l'intelligence artificielle, vous balancez votre cours dedans, un chapitre, et vous demandez, définis-moi 10 questions, d'une question la plus simple à la plus compliquée dans mon cours. Et vous avez organisé un dispositif de révision pour vos étudiants à partir de votre cours.
Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous faites créer en même temps les cartes par les élèves, les étudiants, vous n'avez même plus l'effort à faire. Vous voyez le truc, hein? Vous pouvez même récupérer à la fin les cartes pour la fois suivante. Donc, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que simplement, moi, ce qui me semble, si vous voulez, qu'il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de possibilités et les jeux modernes mettent en place des dispositifs qui sont, pour nous, qui nous apprennent extrêmement beaucoup de choses sur ce que c'est que découvrir des choses, mobiliser des systèmes, utiliser des mécaniques particulières. Il y a beaucoup de choses, hein. Par exemple, dans le jeu, nous, on utilise un peu un mécanisme qu'on appelle la draft, c'est-à-dire le fait de choisir parmi des cartes celle que vous retenez. Bon, ben, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui est utilisé par plein de jeux. Vous voyez? Et donc, il y a des tas de mécaniques. De la même façon, on peut très bien simuler un marché très simplement à travers un jeu. Et bon, on sait que le marché est quand même un élément important. Oui, on peut faire jouer des gens qui ne se connaissent pas, mais il ne faudra pas en tirer les mêmes enseignements. Et vous voyez, en fait, on peut avoir des niveaux différents aussi. Quand on fait jouer, nous, on a fait jouer par exemple des responsables de prévention à l'ANACT, hein. À l'ANACT, on a fait jouer des responsables de prévention. Bah, ils ont un même métier, ils sont dans une même organisation globale, bah, ça n'a pas posé de problème. On fait jouer des étudiants. Donc, des étudiants, ils sont dans des configurations particulières. Mais pour eux, on est plus sur la découverte, les méthodes, les modèles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une séquence pédagogique autour de ça, mais en même temps qui les fait réfléchir sur. Et alors, moi j'ai déjà fait jouer, je ne sais pas combien de personnes, hein, je préfère renoncer à compter. Mais dans le, ça s'est toujours bien passé. Moi, c'est ça, c'est le truc. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai vu qu'il y avait un étudiant. Je fais un cours de GRH en droit et j'ai fait le jeu. Et j'avais un étudiant qui avait des larmes aux yeux. Alors je vais voir. Et puis je questionne la table. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il dit, oh non, mais excusez-moi. Je dis, mais non, c'est pas grave, explique c'est tout. Et en fait, il s'était rendu compte que ses conditions de travail étaient complètement pourries. Et globalement, il disait, mais je ne veux pas faire ce boulot-là toute ma vie, quoi. Vous voyez le truc, en fait? Et en fait, il était ému par le fait qu'il s'était rendu compte à travers le jeu que ce boulot n'était pas fait pour lui, quoi. Ça m'a touché parce que, vous voyez, le truc, on n'avait pas prévu qu'il y ait un étudiant qui pouvait pleurer. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas le cas général, hein, c'est le seul que j'ai vu en peut-être 1000 personnes que j'ai fait jouer. Mais vous voyez, pourquoi? Parce que ben, parler de ses conditions de travail, c'est aussi pour ça que le jeu marche. Ça intéresse tout le monde de parler de ses conditions de travail. Mhm. Voilà. Euh, donc, on peut faire jouer des gens voilà, qui ne se connaissent pas. Il y en a certains qui l'ont utilisé comme en début de, de regroupement d'une population particulière, etc. Le télétravail, l'action sur le bien-être au travail. Alors, non, le télétravail est une des ressources qu'on propose, mais le jeu n'est pas axé sur le télétravail. Il se trouve que nous, on a beaucoup travaillé sur cette question-là dans l'équipe, donc voilà. Mais l'action sur le bien-être au travail, oui, 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 10 000 fois oui, puisque bah, à travers la réflexion aussi bien sur les contraintes que sur les ressources qu'on peut mobiliser. Et vous voyez, moi, j'insiste beaucoup sur cette. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis content d'y revenir. C'est de dire, ben voilà, ce qui est important, moi, je trouve, en termes de management, c'est qu'est-ce qu'on peut créer comme condition pour que les personnes puissent pleinement réussir à aller vers le bien-être au travail. Et ça, c'est un truc qui est important, quoi. Je crois que Sophie a levé la main. Oui, merci. Bonjour Sophie, je suis en master RH RSE à l'IAE de Paris. Alors j'ai bien compris que comment la formation, comme vous dites, ça dure 1 heure pour essayer de jouer. Mais concrètement, comment ça se passe si on veut le proposer à notre entreprise? C'est quoi les démarches en fait? En Alors, test, en mode test, hein, juste en mode test. on achète le jeu 39 euros sur le site mansat.fr. Vous le Pardon, recevez. le site? Madsan. Pardon. Mansat.fr. Ok. On achète le jeu sur le site, 39 euros, et on le reçoit la semaine suivante.
On lit Ok, les règles ouais, c'est très simple alors. et on met en place. Donc Et s'il y voilà. a besoin de questions, on peut Oui, mais revenir non, mais vers vous. ouais, bien entendu, en fait, Ok. si vous voulez, c'est pas une activité commerciale, hein. Vous vous rendez bien compte que même en Non, à 39 euros, oui. oui, voyez, on fait pas les marges, c'est pas la question des marges, on s'en fout. C'est ce qui nous intéresse, c'est que ça vive. Donc, Ok, n'hésitez pas à revenir vers moi et on vous donnera toutes les explications qu'il faut, quoi, dont vous ok, avez super, besoin. merci. Il y en a plein de supports qu'on diffuse, hein. Ok, Voilà. merci. J'ai une toute petite question, si c'est possible, ou si le temps est Non, non, compté. c'est bon, Non, vas-y. non, toute petite question, Emmanuel. Alors déjà, moi, vraiment, je travaille sur les espaces de discussion d'un point de vue recherche et je trouve que, enfin, je découvre le jeu et je trouve ça génial. Donc, première euh, perception. Mais j'avais une toute petite question. On a de plus en plus de recherches un peu critiques sur les perspectives un peu ludiques dans les organisations. Ma question, ce serait de se dire, quand on aborde de façon ludique des sujets parfois très sensibles, est-ce que ça peut créer des réticences? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences où les personnes elles vous disent, mais attendez, je ne vais pas parler de ça à travers un jeu, enfin, c'est tellement crucial pour moi, ou est-ce que finalement, non, c'est toujours apprécié, pas de critique Non, c'est la surprise, hein. C'est la Ouais. surprise qu'on a. Je vous dis, moi, je pense que quand je dis 1000, en fait, en réfléchissant, je dois même être au-delà de ça. Je dois être plutôt presque à 2000 personnes que j'ai fait jouer, moi. Il n'y a personne qui a refusé, voilà. Il y a un élément intéressant par rapport à Fatima, c'est qu'on a fait aussi un test avec le service ressources humaines central de la CNAF. Il y a un an à peu près, un peu plus d'un an. Oui, 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 ce que je disais tout à l'heure, l'INRH, Instance Ouais. nationale Non, RH. c'était avec tes collègues. Ah oui, 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 je l'ai dit aussi, oui, quand et qu'on est, on conclut lundi, alors Donc, qu'on a joué il y a plus d'1 an, oui. donc, il y avait ses collègues et il y avait service compta et service RH. Et il y a eu des réactions que moi j'ai trouvées marrantes. Il y avait un collègue que Fatima doit avoir depuis une dizaine d'années qui, à un moment donné, à la fin, a dit, ah, mais je ne pensais pas du tout que tu penses, à quelqu'un d'autre qui travaillait avec lui, qui lui a dit, ah, je ne pensais pas du tout que tu pensais ça. Donc, ils ont découvert des collègues après 10 ans en jouant au jeu. Et ce qui était intéressant, c'est que là, on voit qu'il y a une dépendance forte à la situation de travail particulière, c'est que les résultats des deux tables qui étaient en RH étaient complètement différents. Il y avait une table ou deux de compta, du service comptable qui était là, et c'était complètement différent. Donc, c'était aussi très intéressant pour la manager, parce que bah, ça lui a permis de voir ce qu'était l'identité un peu de son service. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Mais, il y a un truc qui est pour moi, voilà, c'est que le dispositif ne met jamais en danger les acteurs. Donc en fait, même comme, mais je ne sais même pas si on a eu des gens réticents au départ. Mais voilà, je l'ai fait aussi moi dans l'université. Ils m'ont demandé, la RH m'a demandé, conférence sociale, est-ce que tu pourrais faire ça? En général, je ne fais pas dans l'université la mienne parce que j'ai une règle, c'est on pisse pas là où on mange. Donc, mais, mais j'ai quand même accepté parce que c'était difficile de refuser. Mais là, c'était des gens qui venaient de tous horizons dans l'université, les grandes universités. On a fait des tables avec, on disait, mettez-vous par proximité, mais voilà. Et il n'y a pas eu une réticence. On avait des gens, on avait beaucoup de représentants syndicaux, etc. Pas eu l'ombre d'un souci sur ces questions-là. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut tester. Une fois qu'on a testé, on comprend pourquoi ça pose pas de problème, en fait. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour Fatima, mais qui rejoint finalement celle de Mélia, enfin, qui vient d'être posée. C'était justement sur les conditions. Enfin, quelles conditions doivent être réunies pour permettre que ce jeu enfin, fonctionne, enfin, et les résultats escompté? Est-ce que parce qu'on voyait que par exemple dans un moment de changement, on peut imaginer des conflits, des moments de tension, et puis en même temps, on peut imaginer des espaces de discussion où on va être dans des dispositions peut-être un peu plus apaisées, plus ouvertes. Alors Emmanuel, j'ai bien compris que a priori ça fonctionnait à peu près, enfin c'était assez tout terrain comme jeu. Est-ce que pour autant, Fatima, vous avez sur la base de tout ce que vous avez pu observer vu des conditions dans lesquelles voilà
le jeu permettait d'aboutir à des conclusions un peu plus, je sais pas, un peu plus efficaces, Alors, intéressantes. je pense pas qu'il y ait besoin de conditions préalables parce que le jeu se prête vraiment à toutes les applications et lorsque vous proposez à des gens, si vous avez une situation particulièrement difficile, d'avoir un espace de dialogue où on va essayer d'arranger les choses, en général, les gens viennent et plutôt bien volontiers parce qu'ils ont envie de résoudre les problèmes. J'ai vu une seule fois une ou deux personnes sur une CAF qui étaient un peu en retrait au départ, avec une position un peu défensive, qui se demandait à quelle sauce elle allait être mangée, particulièrement pour une personne. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, elle s'est vraiment laissée prendre au jeu. Non, s'il y a un point d'attention à avoir, on a organisé donc des séminaires managers avec beaucoup de personnes. Et donc, on a besoin de relais sur les tables pour bien expliquer les règles du jeu. Et donc, on a formé la veille, Damien Richard est venu former des facilitateurs. Donc voilà, s'il y a une condition, je dirais, c'est à bien former ces personnes-là qui vont accompagner pour pas qu'elles soient trop intrusives et qu'elles ne viennent pas empêcher la discussion sur les tables, parce que je l'ai vu ça aussi sur une ou deux tables, où le facilitateur était arc-bouté sur les règles du jeu plus que sur la discussion. Donc voilà, Donc, ça c'est veut pas dire qu'il y a tellement en une rapport masse. avec votre question, mais c'est un point d'alerte, c'est-à-dire Non, mais qu'il faut laisser absolument. les gens jouer, il faut laisser, voilà, s'il y a une condition à poser, c'est celle-ci, c'est bien former les gens et bien leur indiquer. Laissez les gens jouer. S'ils ne respectent pas à 100% la règle du jeu, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas qu'ils mettent voilà, la carte au bon endroit, c'est surtout qu'ils échangent. Voilà. Donc, mais sinon, non, je pense que vraiment, ça se prête à toutes les applications, même si on a des situations difficiles, et je dirais même a fortiori si on a des situations difficiles à résoudre. Mais Emmanuel, il y a aussi, ben, je vais donner un exemple, il y a 15 jours, Damien a fait une séance pour 200 personnes à la fois, il était tout seul, pour 200 personnes en anglais à l'Université de Bordeaux. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu la veille et il a formé les personnes pour l'aider à déployer sur 200 personnes. Vous voyez, 200 personnes, ça fait quand même une masse. Ah, c'est sûr. Ça fait une masse. Donc, voilà. Et en plus, c'était en anglais. Donc, il y avait quand même un truc. Mais bon, il est sorti vivant. Donc, Et est-ce qu'il y a une sorte de post-jeu, un SAV à l'issue du jeu, c'est-à-dire à un moment où oui, on a besoin d'un sas de décompression ou d'un temps de débrief ou, alors, à l'issue du jeu, on l'a introduit même dans la règle maintenant, on procède à ce qu'on appelle le vernissage. Puisqu'on arrive à un tableau de cartes. Un tableau de cartes qui se retrouve sur le plateau. Et on a un tableau de 9 cartes. Et il y a l'idée du vernissage, c'est-à-dire que par exemple, quand on fait jouer 4 tables en même temps, chaque table va présenter aux autres ce à quoi ils arrivent. Et là, souvent, pour moi, c'est aussi l'occasion peut-être de poser une question Hmm. supplémentaire ou d'orienter en fonction de ce qui nous intéresse, en disant, tiens, voilà, par exemple, et si vous aviez une mesure à proposer pour mettre en place la semaine prochaine, vous proposeriez quoi? Et bon, voilà. Donc, un temps de réflexion supplémentaire qui permet aussi que les autres voient ce qui a été fait par les autres tables. Ça, c'est toujours intéressant. Parce qu'il y a à la fois, ils vont dire, tiens, ils ont la même chose que nous, tiens, ils n'ont pas la même chose, et comment ça s'explique, etc. Et ça va susciter de la discussion supplémentaire. Donc ça, c'est bon. Et puis, de pouvoir aussi être directement aussi dans une logique qui peut être plus opérationnelle en disant, ben voilà, réfléchissons à un dispositif qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ainsi de suite. Mais oui, ce que disait Fatima, et que moi je rejoins tout à fait, c'est qu'en fait, le jeu fait parler. Et en fait, quand vous réfléchissez bien, l'occasion de parler de votre travail pleinement, alors moi ça va, j'ai la chance, on m'invite pour venir parler devant vous, de mon travail et tout ça. Donc ça va, je fais ma thérapie au fur et à mesure. Mais dans la plupart des situations de travail, on l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand vous mettez des gens à parler de leur travail pendant 1 heure et demie, 2 heures, ben, c'est des expériences qui sont faites nouvelles. Voilà. On le voit bien quand on fait, enfin nous chercheurs, quand on fait des entretiens. Quand vous faites des entretiens où vous demandez aux personnes de parler de leur travail, à la fin, c'est eux qui vous remercient, quoi. D'accord? Parce que vous les avez écoutés pendant 1 heure, 2 heures. Donc, alors, on est exactement dans la même mécanique. C'est-à-dire que là, il y a un lieu d'expression pour parler de questions qui sont importantes pour moi. Et ça, c'est quelque chose dont on mesure, je pense qu'on a du mal à mesurer la richesse. Puis vous voyez, dans nos organisations, elles sont quand même soumises
à des contraintes de productivité, etc., ben, c'est des choses qui passent souvent à l'as. Donc, c'est important. Mm, C'est important. mm. Voilà. Dans les travaux de Mathieu Deschessa, justement, il explique que c'est très important que ce soit suivi à chaque fois par des, enfin, qu'on puisse en discuter dans une logique peut-être de plan d'action ensuite. Ça crée pas parfois de petites déceptions. C'est vraiment, je fais exprès hein, de poser des questions un peu critiques, mais est-ce Non, que non, parfois non. les personnes, elles ont l'impression d'avoir pu parler, C'est mais pas une question critique du tout. C'est pas une question critique du tout. D'une part, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu sur l'ingénierie des espaces de discussion. Alors, j'ai pas écrit là-dessus parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille créer des nouveaux espaces de discussion du travail. Je suis beaucoup plus d'accord pour transformer des espaces existants en espaces de discussion du travail. Je trouve que nos organisations n'ont pas forcément besoin de couches de plus organisationnelles. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est sur les suites. Les suites, voilà. Il y a un élément qui, pour moi, qui est hyper important, dont je me suis rendu compte au fur et à mesure en faisant des interventions sur les questions de santé au travail, c'est qu'on va faire des enquêtes, on va faire des plans d'action, et puis souvent, le plan d'action, personne ne le voit. Donc, en fait, on a un mécanisme très déceptif sur l'action en matière de prévention des problèmes de santé au travail. C'est que les acteurs s'investissent et puis ils ne voient pas la suite. Donc, en fait, il y a tout un travail de communication et d'accompagnement des démarches qui sont mises en place. Et nous, en fait, très souvent, bah, par exemple, quand on fait un World Café, vous voyez, je vais prendre l'exemple de World Café qu'on fait après le jeu. En fait, on va demander au bout du compte que chaque table sorte deux propositions. Une proposition à mettre en place la semaine prochaine et une proposition à plus long terme. Pourquoi on fait ça? C'est parce que derrière, nous, on n'est plus là derrière, vous voyez ce que je veux dire? Mais derrière, il faut que les acteurs s'en emparent et qu'ils communiquent en même temps. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on a fait ça, c'est en rapport avec l'action que vous avez réalisée. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? Et trop souvent, ben, nos organisations sont bouffées par leur process. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont toutes contentes, elles estiment qu'elles ont fini l'action quand elles ont mis en place, quand elles ont défini un plan. En fait, le boulot fait que commencer, quoi. Et ça paraît une évidence quand je vous le dis comme ça, mais malheureusement, c'est loin d'être une évidence pour beaucoup d'organisations. Donc là, il y a tout un travail pour moi. On ne peut pas penser les questions de santé au travail et de prévention de cette nature-là sans penser en même temps la communication. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait des contraintes de communication qui fassent que les acteurs communiquent sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, de manière à les rendre un peu prisonniers des dispositifs et de la nécessité de déployer leur plan d'action. On arrive à la fin de ce webinaire. Il est 10h29. Alors, Florent, je réponds quand même à la question de Ouais, Florent. c'est ce que j'allais dire. On va garder la meilleure question j'ai pour pas la osé fin. la relayer, hein. Bon, moi, je connais Florent Noël, c'est pas un gars très sérieux. Hein, Non, mais non. j'étais pas là au début, j'ai peut-être raté un truc, je sais pas. Non, non, c'est un escroc, tout le monde le sait, il fait très bien semblant, etc. Euh, oui, on peut jouer de l'argent. D'ailleurs, je voulais te proposer de m'envoyer un chèque et de voir s'il allait revenir. Donc, n'hésite pas, hein, n'hésite pas. Mais tu peux très bien, si tu veux, souhaites jouer de l'argent, Florent, tu peux très bien le faire. Tu demandes à tout le monde qui participe de mettre N euros sur la table au début et celui qui gagne emporte l'ensemble. C'est pas un problème. Mais en fait, alors, au-delà de la question de Florent, je me permets juste une incise pour conclure, c'est de dire que la partie compétitive n'est là que pour mobiliser les joueurs. En fait, elle n'a pas d'autre usage. Si vous voulez les intéresser, c'est toujours possible. Mais je vois bien la logique de Florent qui croit beaucoup au marché. Euh, d'accord. Mais ce n'est pas forcément la mienne. Merci beaucoup à tous les deux, J'ai juste Emmanuel demandé sur et le chat, Fatima. pardon Emmanuel, le nom du site pour acheter le jeu. Si c'est possible de le préciser, Emmanuel, dans le chat, ce Alors, serait super. je crois que c'est mansat.fr. Euh, M-A-N, oui. Et sur le site, Ah, c'est bon, quelqu'un l'a mis. super. mansat.fr et c'est Mansat Game, parce qu'on va développer d'autres jeux.
Ouais, ça y est, il est dans le chat. On le voit. Voilà. Merci beaucoup Parfait. pour ceux qui l'ont mis dans le chat. M- Merci à tous les deux. Merci à toutes et tous Merci à vous. de vous être connectés. Et puis, au plaisir de vous retrouver à la rentrée, puisque c'était donc notre dernier webinaire de cette année scolaire. Donc, on a fini en apothéose avec cette N'est-ce question du pas? jeu et de l'argent grâce à Florent. Grâce à Florent. Merci beaucoup, chers Merci collègues. beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup et À merci. bientôt.